incontestablement un tournant, parce que, et Gilles l'a évoqué tout à l'heure, l'humiliation de la défaite a été d'une certaine façon rétablie par la position qui va être celle que voit Faisal, notamment la monarchie saoudienne, par tout, je dirais, un activisme sur l'embargo, le pétrole, etc., qui va donner cette impression que, in fine, ce sont les religieux qui seraient capables de redonner un tant soit peu de la fierté à ces arabo-musulmans défaits par une force israélienne soutenue par des occidentaux, etc. Et c'est à partir de là, d'une certaine façon, que l'islam politique qui était un peu en hibernation après les périodes de répression que j'ai citées et qui ont été menées notamment par le régime égyptien, pas seulement. Il y a un élément souvent mis de côté dans les analyses et qui a été un élément central, c'est la création par les Saoudiens de la Ligue islamique mondiale en 1960. La Ligue islamique mondiale est un outil de diffusion de la pensée islamiste à travers le monde. Avec beaucoup d'argent, ils ont diffusé la pensée islamiste à travers le monde arabo-musulman d'abord, ensuite en Europe. Et ils ont utilisé pour ce faire pendant longtemps des frères musulmans qui étaient un peu leur cheville ouvrière, si j'ose dire, avant que les uns se retournent sur les autres. Mais toujours est-il que, s'agissant du monde islamiste sunnite, on voit un redéploiement à partir du milieu des années 70, et la cause palestinienne, portée jusque-là par des milieux de gauche, va d'une certaine façon glisser. C'est-à-dire que ceux qui vont se dire les sympathisants de la cause palestinienne vont passer d'un ADN, je dirais gauchiste, progressivement vers un ADN islamiste. Et ça va s'accentuer notamment au lendemain de la révolution islamique en Iran, mais davantage, évidemment, au Liban, après l'intervention israélienne, etc., et le rôle de Hezbollah, qui au départ n'est pas vu par la rue arabo-musulmane comme une organisation chiite, ils sont vus d'abord comme une organisation musulmane. Comme la révolution islamiste en Iran n'est pas vue comme une révolution chiite. De façon cynique, ils se sont dit, c'est possible. Il est possible qu'une révolution islamique renverse un tyran, a fortiori allié de l'Occident. La question chiite-sunnite est intervenue quelques années plus tard. Mais évidemment que l'instrumentalisation de ce qui est appelé la cause palestinienne est un élément central. Et ça m'amène à, je dirais, aborder un sujet que l'on voit aujourd'hui et qui impacte d'une certaine façon la gauche européenne, de façon générale. C'est la structuration du discours qui est celui des islamistes, mais qui est celui du parti de la gauche pro-islamiste, qui est celui de toutes ces tendances. Gilles a parlé de ceux qui prônent l'intersectionnalité, les décoloniaux, les indigénistes, etc. Comme beaucoup de mouvements totalitaires, il repose sur ce que j'appelle un couple sémantique fait d'auto-victimisation et de diabolisation. C'est-à-dire que, comme tous les milieux populistes, c'est pour ça qu'il faut s'en méfier, d'abord, ils ont une capacité à la simplification, non pas à vocation pédagogique, mais pour justement titiller les instincts les plus vifs dans l'individu, instrumentaliser les colères, les angoisses, les inquiétudes. C'est d'abord la posture victime. En tout lieu et en tout temps, un islamiste se présente comme victime. En tout temps et en tout lieu. Et c'est structurant d'un discours qui existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire quand on revient, par exemple, au texte des fondateurs de la pensée hanbalite, que Gilles connaît parfaitement, des idéologues peut-être que vous ne connaissez pas, mais que ceux qui s'intéressent à la pensée islamique connaissent parfaitement, des Ibn Taymiyyah et par la suite des Mohamed ibn Abdel Wahhab, fondateur du wahhabisme saoudien, ou alors le fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, etc. L'auto-victimisation, la posture victimaire occupe une place centrale. Alors, victime d'un tyran lui-même musulman, ou considéré comme un apostat, victime d'une puissance internationale, victime d'un complot mondial, victime
complot imaginaire, victime des francs-maçons, victime des juifs, victime des aliens, victime de la planète Mars. Ils sont toujours victimes de quelqu'un. Il n'y a aucune remise en question, il n'y a aucune introspection dans le discours islamiste. Et évidemment, qui dit victime, dit, et c'est aussi structurant de la pensée islamiste comme structurant de tous les milieux populistes, hein, c'est pas, il faut leur accorder le fait qu'ils ne sont pas les seuls, vous savez, c'est toujours manichéen, noir et blanc, les gentils et les méchants, les vrais Français et les faux Français, les vrais Français et les immigrés, et après on fait des blocs comme ça, et on essentialise le mal, il est là, et le bien, il est là. Les islamistes, comme tous les milieux totalitaires, populistes et extrémistes, réagissent énormément comme ça. Et donc, dans leur discours, je dirais, qui vise à pointer du doigt une entité, un bloc, une communauté, un pays, il y a effectivement la diabolisation. Longtemps, le diable, d'ailleurs, le diable a été incarné par les États-Unis et Israël. Aujourd'hui, dans le discours d'Erdogan, le diable, c'est la France. Le diable, c'est aussi le tyran musulman. Parfois, il est tyran et il est évidemment dictateur. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cet antagonisme qu'il y a dans le monde arabo-musulman, au sens large, a alimenté l'islam politique, l'a véritablement nourri. Dans la continuité de ce qui a été dit et par Gilles et par Jean-François, dans le cas spécifique de la Turquie, j'ajouterai peut-être que la laïcité version Atatürk, qui n'est pas, à mon sens, c'est faux de dire que c'est la laïcité à la française, parce que la laïcité à la française, c'est une laïcité qui garantit la liberté de conscience. Une laïcité qui ne garantit pas la liberté de conscience et qui va imposer un dogme quel qu'il soit n'est pas une laïcité. Le propre de la laïcité, c'est véritablement de garantir l'émancipation et, je dirais, la liberté de chacun. Et la première des libertés la plus intime, c'est la liberté de conscience. Il se trouve qu'Atatürk a véritablement instrumentalisé la laïcité pour vraiment humilier parfois. Il y a certains milieux conservateurs, moi, je veux dire, qui suis attaché à la laïcité, justement attaché à la liberté de conscience, je n'ai aucun problème à voir des gens croyants et pratiquants. Je n'ai aucun problème, contrairement à ceux qui croient que la laïcité, c'est à condition, d'ailleurs c'est ce que dit la loi, que cela n'enfreine pas l'ordre public, que cela n'entrave pas les libertés des autres, mais tant que quelqu'un me dise, ma religion me dit de faire le poirier chez moi toute la journée, que bien lui fasse. Que bien lui fasse. Tant qu'il ne vient pas faire le poirier au milieu d'un sens interdit, enfin au milieu d'un passage piéton pour, je dirais, gêner de la circulation, il n'y a aucun problème. Tant qu'il n'exige pas de moi de faire le poirier, j'en serai incapable, vous l'aurez remarqué, ça ne pose aucun problème. Tant qu'il ne viendra pas imposer à mes amis ici présents ou à vous-même de faire le poirier tous en même temps, tout le temps, ça ne posera aucun problème. C'est-à-dire, on va s'engager lorsqu'il y a une pression qui va s'exercer de façon subtile ou directe ou indirecte sur des personnes pour leur imposer un mode de vie. Donc, la manière comment le régime turc a longtemps utilisé la laïcité contre l'islam a structuré, à la fin des années 60, 1969-1970, la pensée de ce qu'allait devenir, je dirais, l'islamisme spécifique turc, né à travers notamment le Millî Görüş. Le Millî Görüş, qui est une organisation très présente en France, je fais, le lien, pour que vous compreniez que ce sont des choses qui viennent de très loin, mais qui nous impactent aujourd'hui. La pensée du Millî Görüş est une pensée résolument anti-laïque, parce que ce sont des gens qui se sont construits en opposition, en rejet total de la laïcité telle que préconisée par le régime turc. Par conséquent, leur texte, leur façon de voir la laïcité est une façon totalement erronée, et on n'a pas fait, à mon sens, suffisamment de pédagogie à l'égard des communautés turques françaises aujourd'hui, c'est de redire et redire que la laïcité française n'est pas l'ennemi des religions. Quoi qu'on puisse en dire, ce n'est pas l'ennemi des religions. Eux, dans leur ADN idéologique, la voient comme un ennemi. C'est la raison pour laquelle les organisations turques, musulmanes françaises, sont vent debout à chaque fois que la laïcité ou des principes laïcs sont
mis en évidence. Et c'est la raison pour laquelle aussi Erdogan, qui est né de cette école, Millî Görüş, qui était un élève effectivement de Nesmettin Erbakan, qui a été son mentor, qui a compris qu'il fallait une autre stratégie au départ, pas frontale, parce qu'il y avait encore la colonne vertébrale de l'État turc, en l'occurrence l'armée qui veillait, qui elle était très vigilante à une certaine époque par rapport à cela. Il a contourné d'une certaine façon tout le monde. Et là aussi, autre erreur de beaucoup d'Européens, d'Occidentaux, qui considéraient que c'était des gens qu'on pouvait qualifier de démocrates parce qu'ils avaient gagné, entre guillemets, démocratiquement. Là, on a un vrai problème conceptuel aussi chez certains de nos élites. C'est-à-dire, on voit le cas souvent quand il y a des élections ici ou là. Il faut rappeler quand même, et ça, vraiment, j'insiste, que la démocratie est un corpus qui ne se résume pas à des processus électoraux, aussi honnêtes soient-ils. C'est un peu comme la laïcité. La laïcité sans liberté de conscience, ce n'est pas la laïcité. La démocratie, c'est pareil. La démocratie est un corpus qui charrie un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs, parmi les valeurs, c'est évidemment pour qu'une personne puisse aller exprimer sa voix, vous irez peut-être demain, pour ceux qui vont participer, il faut qu'il puisse être libre, d'abord d'y aller mais de ne pas y aller, ensuite de s'exprimer comme il le souhaite. Donc la notion de liberté est intimement liée à un cadre démocratique. Sans liberté, il n'y a pas de démocratie. Or, dans ces pays-là, je termine, juste dans ces pays-là, la Turquie en fait partie, la liberté est quasiment inexistante, ou elle est souvent mise à mal. Donc, ce n'est pas un régime démocratique. Il est faux de considérer que le régime turc, même s'il est issu de processus électoraux, serait démocrate. Et donc, pour finir, la démocratie islamiste n'existe pas, parce que nous sommes là face à deux, je dirais, d'un côté on a une valeur, on a un dispositif, on a un corpus, et d'un autre côté on a une idéologie qui porte un certain nombre d'éléments qui de façon intrinsèque fustige tout ce qu'il y a en démocratie. Ouais, moi je veux dire gentiment, je persiste ici. Les jeunes Turcs sont des militaires qui se disent laïcistes, qui sont sécularisés. Ils n'ont pas grand-chose à faire de l'islam. Mais lorsqu'ils lancent le génocide des Arméniens pour mobiliser les Kurdes sur le terrain, dans le sud-est de la Turquie, ils décrètent que c'est un djihad anti-chrétien. De la même façon, le Millî Görüş, la traduction du terme, c'est quoi? C'est vision nationale. Donc c'est un groupe fondamentaliste, mais qui porte pour nom la nation. Juste pour finir ensuite, l'extrême droite qui était très kémaliste, a fini par, les fameux Lougris, a fini par rejoindre Erdogan, Erdogan ayant fait un pas vers eux, et eux ayant fait un pas vers la reconnaissance de l'islam. Pour finir, c'est Atatürk qui crée la Diyanet, le ministère, le département des affaires religieuses turques, qui traite que de l'islam sunnite, qui aujourd'hui compte 120 000 fonctionnaires, 3 milliards d'euros de subventions par an pour gérer l'islam turc en Turquie et hors de Turquie, n'est-ce pas? Et qui prétend aussi une sorte de représentation diplomatique extraterritoriale. Donc je pense que ces phénomènes ont toujours été, en tout cas dans le cas turc, totalement emmêlés. C'est pour ça que je pense qu'il y a plus un rapport de symétrie entre Atatürk et Erdogan. Mais juste pour finir, le résultat est là. Il y avait à peu près 18 millions d'habitants dans le territoire de ce qu'est la Turquie aujourd'hui. Quand on a eu supprimé 1,5 million d'Arméniens et qu'on a mis dehors 1,5 million de Grecs, ça a été le point de départ de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Sur le territoire de la Turquie actuelle, en 1900, on estime qu'il y avait 35% de chrétiens. Et c'est pas parce qu'ils étaient chrétiens, c'est pour dire dans quel monde de la différence, de la coexistence des différences on était. Aujourd'hui, il y a en Turquie 0,1% de chrétiens. Gilles Qui n'ont Kepel, pas des droits de citoyenneté complets. Gilles Kepel nous a expliqué qu'à la révolution iranienne, les communistes ont espéré faire le coup qu'ils avaient fait aux anarchistes en Espagne,
et se débarrasser ensuite des islamistes pour prendre le pouvoir, c'est le contraire qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas dans la gauche française une tentation de cette stratégie, se servir d'un réservoir musulman ou islamiste pour accéder au pouvoir, et quitte ensuite à avoir une mauvaise surprise? Très rapidement, hein, sur 2 points, ce que j'ai cité dans le livre, et là aussi c'est documenté. Il ne s'agit pas de donner uniquement des appréciations personnelles. Que nous disent les documents récents d'archives? Il y a un personnage important qui a écrit un texte assez important en 1994, c'est Chris Herman, un trotskiste britannique. C'était au moment de la guerre civile en Algérie, et il a pris le prophète et le prolétariat, il a pris, comme Gilles Kepel, il a utilisé le prophète dans ses livres et dans ses écrits, mais il n'a rien à voir avec lui. Mais je suis un ancien trotskiste, alors que lui il est resté, donc c'est la même inspiration. Non mais, il a beaucoup évolué depuis. Le texte de Chris Herman dit en substance la chose suivante: il ne faut jamais s'allier avec les États quand on est trotskiste, et lorsque cela est possible, contre les États, oui, s'allier avec les islamistes. Il l'écrit noir sur blanc, il le dit et il l'assume. Plus récemment, au moment où Daesh avait le vent en poupe et avait une capacité à produire, vous savez que Daesh produit énormément de textes de propagande, il y a un magazine, l'un parmi les moins connus, qui s'appelle en anglais, qui s'appelle Black Flag, le drapeau noir, qui est consacré à ce qu'ils appellent la conquête de Rome, c'est-à-dire comment arriver à faire tomber l'Europe. Ce qu'ils appellent, eux, dans leur littérature de Rome, c'est l'Europe. Et en gros, de façon très simpliste, ils disent que ceux qui sont très proches d'eux, ce sont, je fais vite le résumé, parce que c'est un texte assez long, ils disent que ceux qui sont le plus proches d'eux, ce sont les milieux de gauche, qu'il faudrait, par exemple, et là ils donnent des méthodes opérationnelles, il faut infiltrer des manifestations auprès de gens de gauche, déguisés en militants de gauche, tirer sur des policiers, les amener à riposter, faire en sorte à ce que des policiers, quand ils ripostent, ils tuent des manifestants. Ces mêmes manifestants vont se soulever, vont tirer contre les symboles de l'État. Ça amènerait des gens proches de l'extrême droite et des milieux nationalistes. Je cite, évidemment, je suis en train de citer, leur logique qui paraît totalement puérile, mais c'est comme ça qu'ils voient les choses. Pour eux, ça va faire réagir l'extrême droite, qui va s'armer, qui va elle aussi tirer sur des musulmans, et ainsi les musulmans vont voir que des mosquées sont attaquées, et ça va faire un chaos et boule de neige, et créer une déstabilisation. Donc, on a des textes, deux exemples que je prends à 2 moments différents. Le premier en 1994, le second en 2016-2017. Donc, on a des textes, et ils sont nombreux, de prise de position, soit d'islamistes, soit de gens de gauche, qui disent que les alliances sont possibles, soit politiques, soit opérationnelles, soit, je dirais, ponctuelles, soit durables. Le plus important, dans ce qui nous concerne directement, c'est que, effectivement, il y a des gens à gauche qui pensent pouvoir instrumentaliser l'islamisme. Ils pensent qu'ils ont cette intelligence. Surtout qu'il y a un racisme de gauche dont on parle rarement, parce qu'il y a une sorte de morgue comme ça qui fait que, oui, le bédouin du désert, pas très intelligent, pas très futé, le petit Mohamed, on peut toujours le manipuler, et de toute façon, c'est des gens tellement primitifs et tellement réactifs que, pas assez rationnels, on va les tourner en rond. L'expérience de la réalité politique, de l'islam politique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Même les régimes arabes les plus machiavéliques, même les milieux politiques les plus aguerris à la manipulation politique, tous ceux, sans exception, qui ont essayé de manipuler l'islam politique, ont fini par se faire manipuler par l'islam politique. Tous, sans exception, y compris des régimes qui, à certaines époques, étaient extrêmement durs avec l'islamisme. Vous savez, je vais prendre une image. Il y a une vidéo, vous avez dû voir, de Nasser